à vélo au quotidien. Car la France est très en retard en ce sens. Alors il existe un comité de promotion du vélo qui réunit toutes les familles du vélo, dont les fédérations d'ailleurs, et les usagers, les fédérations d'usagers, les constructeurs, les amicales parlementaires qui ont été amenées à créer. Il y en a une au Sénat, il y en a une à l'Assemblée nationale. Donc il y a un lobby du vélo aujourd'hui. Donc là j'ai été entendu, ça a été très difficile, très difficile. Je le raconterai dans le prochain livre, effectivement, parce qu'il y a malheureusement, on n'a pas une culture du vélo au quotidien en France. À gauche, le vélo, c'est les Verts. Donc on en parlait des socialistes, ils disent c'est l'affaire des Verts. Et à droite, on rigole, on vous dit mais le vélo, ça sert à faire le Tour de France. On ne peut pas imaginer qu'un vélo, ça peut servir pour aller à l'école ou au travail. Donc il y a une culture, on a beaucoup de retard. Et donc il y a un gros travail, et puis il y a un lobby, il faut le dire aussi, du pétrole qui est excessivement puissant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait un truc incroyable quand même ces dernières semaines. On a décidé d'un chèque transport. Alors au moment où il y a des problèmes d'environnement, de consommation d'énergie, en fait on va vous donner une prime pour utiliser votre voiture. Puisque ce qui est autorisé, c'est de dire en gros 100 € vont être donnés comme prime à ceux qui utilisent leur voiture pour se rendre à leur boulot. On n'a rien prévu pour les cyclistes. On a essayé d'ailleurs à l'Assemblée, on s'est fait retoquer par Bercy, les fonctionnaires de Bercy, disant que ça allait coûter cher, c'est génial. Et le lobby du pétrole est tellement puissant dans ce pays qu'ils ont réussi à faire qu'il y ait un chèque transport. Je pense qu'à terme, un jour, on reviendra là-dessus, mais c'est quand même complètement aberrant. Vous voyez que il y a un gros travail encore à faire. Ce qui est sûr, c'est que le vélo va sur le vélodrome. De nos ans, comme promis à la CIPAL, je veux dire, vous avez un fan club ici dans la salle qui n'attend que cela. Et vous avez 10 minutes pour parler de l'histoire de la CIPAL. C'est comme à Sciences Po, le plan 10 minutes. Bon, ben, d'abord, je voulais, parce que vous ne m'avez pas laissé le temps, vous remercier. D'abord, vous remercier d'être venus aussi nombreux, parce que j'avoue que j'imaginais pas qu'on serait aussi nombreux ce soir. Et ça me rend beaucoup d'espoir pour le cyclisme, pour tout vous dire. Parce que à la fin, je l'expliquerai de ce que je viens d'écrire, un petit peu inquiet pour l'avenir du vélo et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et on aura sûrement l'occasion d'échanger dessus. Donc je trouve déjà votre présence ce soir est un très bel encouragement. Alors, je voulais remercier d'abord le Crédit Mutuel d'avoir pris cette initiative, Mme Crolissac. Je sais vraiment vous en remercier parce que c'est gentil d'avoir choisi le cyclisme. Bon, je pense qu'aussi votre directeur de France n'est peut-être pas complètement étranger, mais c'est bon. Alors super. Je voulais remercier la municipalité, monsieur le maire, parce que vous avez une salle merveilleuse d'abord, et puis merci de vous intéresser à la CIPAL, c'est-à-dire que malheureusement l'histoire a fait qu'à un moment donné ça a été rattaché à Paris. On regrette qu'on ait quelques-uns à penser, on ne trahira pas de secret, qu'on aimerait bien que ce soit rattaché à Charenton. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, on va essayer de faire avec, mais en tout cas, merci de vous y intéresser, et rien n'interdit d'ailleurs, effectivement, la preuve à la ville de Charenton, de profiter en quelque sorte de cet équipement parisien. Et puis je voulais surtout remercier et aussi en même temps excuser Pierre Morphir, puisque c'est lui qui devait d'ailleurs plancher au début, et il est beaucoup plus autorisé que moi à parler de la piste et de la CIPAL. Pierre Morphir, alors je le dis aussi pour ceux qui ne sont pas des familiers du cyclisme, ça fait partie de cette catégorie de personnages qui ont été beaucoup sur des motos, enfin des motos, ce qu'on a appelé des derniers, des burdins, à la fois dans ces surprises beaucoup, à Bordeaux-Paris également, il en a gagné beaucoup, il a entraîné tous les grands champions. Et Pierre, malheureusement, un petit peu fatigué, eu quelques opérations, donc il ne pouvait pas. Il m'a donné quelques fiches parce que, pour tout vous dire, la CIPAL, je connaissais pour l'utiliser, je ne connaissais pas bien l'histoire. Et alors, je vais essayer de vous en dire un petit peu. Il y a peut-être certains qui vont témoigner. Je demanderai notamment à Jean-Claude Lacante, médaillé olympique en 1956 avec l'équipe de France de poursuite, qui est un fidèle de la CIPAL, qui évidemment s'y est beaucoup entraîné, il a dû faire des milliers de tours, peut-être des centaines de milliers de tours. La piste faisant 500 mètres, ça fait pas mal hein, quand même, qui nous en parlera un petit peu. Alors moi j'ai quand même découvert, ce qui m'a intéressé, je vais vous dire, quand je me suis penché sur le dossier de la CIPAL, imaginez que ça a été créé en 1894. Alors il faut s'imaginer, pour nous tous c'est un petit peu difficile, parce qu'aucun ne peut témoigner,
la vie parisienne en 1894. Alors il faut déjà se dire qu'il n'y avait pas de métro, que les voitures, c'était vraiment du balbutiement, hein, il n'y avait pas de problème de circulation à l'époque. Donc pour se déplacer, c'était les voitures à chevaux, et c'était le vélo. Alors, les voitures à chevaux, ce qui est curieux, moi je suis pas très vieux, je suis pas très vieux, mais j'ai connu, tout gamin, dans les années 50, je me souviens quand même, du livreur des pains de glace, c'était pas de frigidaire, c'était une voiture à cheval encore, tout début des années 50. Bon, après, il y a eu l'apparition de la voiture quand même, pratiquement dans les années 60, et là tout ça a été fini. Mais donc, alors, c'est intéressant, c'est d'imaginer, il y avait donc un certain nombre de vélodromes autour de la capitale. Il y avait donc ce vélodrome municipal. Il y en a eu un autre avant à Courbevoie, d'après un peu ce qu'on m'a livré comme information. Il y avait ce vélodrome Buffalo à Neuilly, où d'ailleurs Henri Desgranges donc, a établi le premier record du monde de l'heure. Il y avait un vélodrome important à Levallois également. Il y en a eu après à la Croix de Berny, il y a eu le Veldi évidemment, il y a eu le vélodrome de Vaugirard également. Bon, vous voyez, c'était quand même, il y avait une tradition des vélodromes. Et déjà à cette époque-là, il y avait de nombreuses réunions, avec notamment, c'est amusant de le dire, il y avait notamment un grand champion américain, un noir. Il n'y a pas eu beaucoup de noirs dans l'histoire du cyclisme, mais celui-là a laissé un nom très fort, Major Taylor. Il y avait des 6 jours à Chicago, qui étaient un peu jumelés en quelque sorte avec Paris. Donc il y avait à cette époque-là, vraiment, le cyclisme était aussi, le cyclisme de compétition, était également très, très vivace aux États-Unis. Et la France, bien évidemment, puisque, à ma connaissance, je passe sous le verbe de Daniel, il n'y avait pas encore, en 1894, de fédération internationale. Il me semble que la fédération française, puisqu'on a fêté le centenaire, donc elle existait, c'est ça, mais l'UCI n'existait pas. Il y avait la Ligue vélocipédique française, la LVF, il me semble. Donc 1889, vous voyez, c'était vraiment Union vélocipédique de France, voilà. UVF. Et donc la fédération internationale n'existait pas, mais les relations internationales existaient. Et alors, la piste, il n'y avait pas de tribune, elle va arriver plus tard, et les informations m'indiquent, on ne sait pas me dire si c'était 333 ou 400 mètres, et comment était la piste au début. Visiblement, elle ne devait pas être vraiment, en tout cas, c'était pas une piste en dur, et elle était plus courte, et elle était un petit peu décalée par rapport à la piste actuelle. Donc la vraie naissance de l'actuel vélodrome, qui ne s'appelait pas la Cipale, d'après Pierre Morphir, c'est 1929. On aurait commencé à utiliser le terme de Cipale. En tout cas, qu'il était officialisé, si je puis dire. Je pense que peut-être dans le langage courant, on commençait à l'utiliser avant. Et il y a eu en 1900 à la fois une exposition universelle à Paris et des Jeux Olympiques, la deuxième Olympiade. Alors ça n'avait rien à voir, avec les Jeux Olympiques de l'ère moderne que l'on connaît aujourd'hui, mais il y avait quand même déjà quelques disciplines, dont d'ailleurs le rugby et le football. Le football, c'était même pas des équipes nationales, c'était des équipes de clubs, mais le rugby, c'était des équipes nationales et la France avait gagné. Et le football, c'était une équipe anglaise qui avait battu un club français. Et pour accueillir ces disciplines, c'est la Cipale qui avait été choisie. Donc on a refait la piste justement pour qu'elle puisse abriter un terrain de football, ce qui explique probablement d'ailleurs les 500 mètres, ce qui en fait aujourd'hui quasiment l'un des rares vélodromes au monde qui fasse 500 mètres. Il y a très peu de pistes au monde aujourd'hui qui font encore 500 mètres. Et donc ça permet d'englober un terrain de football. Et on a construit les tribunes, que vous connaissez, qui, à ma connaissance, sont aussi d'origine. Quand même assez exceptionnelle. Bon, je ne dis pas qu'elles ont pas été retapées entre-temps, mais... et la piste, semble-t-il, la piste date de cette époque, vous vous rendez compte? Une piste qui a plus d'un siècle. Ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Et elle est un peu abîmée, mais on la rafistole grâce à Joël qui l'entretient amoureusement, Joël Boissin,
On a maintenant, je pense qu'elle a été réparée là, cet hiver, après on a mis quelques rustines. Bon. Non mais c'est extraordinaire d'imaginer quand même que finalement c'était quand même du solide, hein, parce que moindre vélodrome, je suis sûr que les vélodromes actuels, ils tiennent un siècle. J'ai vu quelques pistes en province bien abîmées. Il y a un plein, on les a démolis, que ce soit, si on prend Reims, le vélodrome de Stade Auguste de l'Aube, plus de pistes, le vélodrome de Marseille est plus utilisable, le Parc des Princes, on expliquera tout à l'heure, c'est ce que Bordeaux aussi, Bordeaux effectivement, mais on a fait un joli vélodrome. Jacques Chamon-Delmas a fait un très joli vélodrome. Son amour du vélo fait qu'il l'a remplacé, même si on le reproche en interne. Alors voilà la situation. 1900, le début de la grande époque, en quelque sorte, de l'histoire de ce vélodrome. Et puis, nouvelle Olympiade, 24 ans plus tard. Alors, ce qui se passe entre-temps, beaucoup d'animations. Donc, il y a plein d'anecdotes, on retrouve des articles dans le journal Loto. Il faut savoir aussi que la création, 1900 est une époque importante. 1900, c'est la création du journal Loto, lequel le journal Loto, 3 ans plus tard, va inventer le Tour de France pour sa promotion et pour combattre son concurrent, le vélo. Vous voyez, c'est vraiment une période où le vélo est un phénomène très fort dans la population, mais c'est un moyen de transport et c'est un moyen de loisir. Hein. On retrouve, vous avez tous dû voir des tableaux, notamment, de courses au bois de Vincennes, notamment. Il y avait des foules considérables qui venaient voir ce qu'on appellerait nous des critériums aujourd'hui. Donc il y a un vrai phénomène populaire très très fort. Et la Cipale était un lieu où il se passait plein de choses le soir. On se retrouvait après le boulot, on venait tourner, toute une camaraderie, il y avait du spectacle, du sport, du spectacle. C'était vraiment extraordinaire. Ça préfigurait un peu ce qu'ont été après les 6 jours, notamment évidemment au Veldiv. Et 1924, là, à nouveau, la Cipale devient un lieu important avec les Jeux Olympiques. Et là, on peut commencer à parler de Jeux Olympiques qui rapprochent un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à nouveau à Paris que ça a lieu. Enfin, à nouveau, encore une fois, c'est à Paris que ça a lieu. Et la Cipale est là, utilisée pour différents sports, y compris les sports d'équipe, et pour le cyclisme. Après, il s'y passe plein de choses. C'est notamment ce qui est le fil conducteur, c'est le Grand Prix de la ville de Paris, qui encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps était une épreuve importante, réunissant les meilleurs routiers, généralement donc les grands noms du Tour de France, les Pélissier, le Duc, dans ces années-là, sont venus tourner à la Cipale. Les équipes de France, évidemment des pistards, régulièrement, et encore aujourd'hui, s'entraînent à la Cipale. Ils se partagent entre eux. Alors il y a le vélodrome hier pour une partie, hier dans le Var, mais il y a pour une partie de l'équipe de France l'INSEP, assez technique, assez difficile, et puis la piste municipale de Vincennes. Donc on a les deux. Et donc il y a eu tout un ensemble, mais sans qu'il y ait d'événements majeurs, très honnêtement, jusqu'à, évidemment, ce qui reste dans l'histoire de la Cipale, le moment énorme, l'arrivée du Tour. Pourquoi l'arrivée du Tour à la Cipale? Parce que le Parc des Princes a été démoli pour le périphérique, pour faire le périphérique. Moi j'ai connu, gamin, les arrivées du Tour de France avec Jacques Anquetil sur l'anneau. Un truc qui m'avait marqué d'ailleurs, c'est que quand il pleuvait, sur un jour il pleuvait avant l'arrivée, alors on envoyait de l'essence sur la piste qu'on enflammait, c'est extraordinaire, pour sécher la piste. Est-ce que vous imaginez si elle n'était pas sèche au moment où le poteau arrivait? Là, à ce moment-là, le règlement prévoyait d'ailleurs qu'on prenne les temps à l'entrée du vélodrome et les coureurs arrivaient un par un. Sinon c'était trop dangereux. Et donc on a démoli le vélodrome du Parc des Princes. Et les organisateurs du Tour se sont trouvés, on n'a pas eu de choix. À l'époque, on ne pensait pas aux Champs-Élysées. Et on a pensé à un autre vélodrome. Très normalement, c'était la Cipale. Ce qui n'était pas évident, j'ai essayé d'en parler avec des anciens du Tour. D'ailleurs, comment vous avez fait? Parce que d'abord, au Parc des Princes, il y avait 50 000 personnes, ou 40 000. La Cipale, on parle de 20 000, je ne suis pas sûr qu'on rentre 20 000 personnes. Je pense que quand on en a mis 12 000, ça doit déjà un petit peu serré. Il y a tous les problèmes de savoir où mettre les véhicules, etc. Enfin, tous les problèmes logistiques, certes, qui étaient
à ce moment-là, dans les années 60, moins important qu'aujourd'hui, mais quand même. Hein, et le public enfin, ça s'est bien passé. Ça s'est passé donc pendant de 1968 à 1974. Le Tour de France arrive à la Cipale. C'est, vous imaginez, on parlait tout à l'heure de promotion des villes étapes, promotion de la Cipale au niveau international. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donné, et on s'en réjouit tous, le nom de Jacques Anquetil à l'actuel Vélodrome. Il aurait été plus logique de l'appeler Vélodrome Eddy Merckx, parce que l'homme de la Cipale, c'est Eddy Merckx. Sur les 7 Tours de France qui arrivent à la Cipale, 5 sont gagnés par Eddy Merckx, les 5 qu'il a gagnés. Plus étonnant encore, et ça a rarement été dit, les 5 arrivées où il gagne le Tour, il gagne 4 des 5 étapes. Alors s'il y a un monsieur Cipale, c'est Eddy Merckx. Et je suis convaincu, si on interroge les Belges sur la Cipale, ils sont beaucoup plus nombreux à la connaître que chez nous en France. Je crois qu'il fallait le dire. Il fallait le dire. Alors je rappelle pour aussi l'histoire que les autres vainqueurs à la Cipale, c'est Yann Janssen. Alors, avec une anecdote intéressante. Au départ, Yann Janssen n'a jamais porté le maillot jaune, comme Robic. Enfin, Robic, quand on a dit d'ailleurs Robic, il a porté le maillot jaune. Il l'a porté dans les tours qu'il n'a pas gagnés. Vous savez que Robic, le premier tour qu'il a gagné en 1947, il n'avait pas porté le maillot jaune, il a gagné lors de la dernière étape. Et souvent on dit c'est la seule fois, c'est pas la seule fois. Une autre fois, c'est Yann Janssen qui gagne le contre-la-montre, qui gagne le tour. Dans la dernière étape, il prend le maillot avant Springer, Monsieur Bordeaux-Paris. Et Yann Janssen donc gagne ce tour, et il avait comme équipier Jean-Marie Leblanc. Et puis, il y a eu Luis Ocaña. Et pour la petite histoire aussi, c'est 1973, l'année où Luis Ocaña gagne à la Cipale le Tour de France. Le vainqueur de l'étape s'appelle Bernard Thévenet, qui ne gagnera pas le Tour à la Cipale puisqu'il sera le premier vainqueur sur les Champs-Élysées. Alors, il y a eu par ailleurs des arrivées, il faut le dire, de Bordeaux-Paris notamment, ce qui n'était pas illogique d'ailleurs, hein, compte tenu, je crois que ça s'y prêtait fort bien. Et donc depuis cette date, depuis les arrivées du Tour, eh bien, heureusement qu'il y a les papis que nous sommes, il y a quelques jeunes quand même, le mercredi, pas assez. Donc si vous avez des enfants qui ont envie de faire du vélo, la Cipale c'est génial, parce que c'est pas dangereux du tout. Si on a une piste, on permet même dans certaines circonstances de venir avec un vélo de route, quand c'est pas en peloton, c'est pas quand on n'est pas nombreux. Très honnêtement, ça fait pas peur. La première fois qu'on y va, le virage n'est pas impressionnant comme dans d'autres vélodromes. Et il faut qu'on réfléchisse à la façon de faire revivre la Cipale. Il y a eu un projet, il y a quelques années, j'en avais parlé avec Lucien Bailly, qui était le directeur technique national du cyclisme, avec Jean Picalier, qui à l'époque était secrétaire général, c'était à l'époque de Germain Simon. L'idée avait été, quand la fédération devait déménager de la rue de Dunkerque, qui était installée dans le 10e arrondissement de Paris, de l'installer à Cipale. L'idée était d'y mettre tous les bâtiments et de faire 2 pistes en fait. C'est-à-dire qu'on aurait démoli l'actuelle piste pour faire un vélodrome, ce qu'on appelle olympique, 333 mètres, et une piste d'entraînement de 125 mètres, qui aurait été sur le côté. Et l'ensemble des bâtiments refaits pour y installer tous les locaux, en faire une vraie maison du cyclisme, maison nationale du cyclisme. Et vous imaginez bien que on a buté là sur le problème du bois, de la protection des bâtiments, architecte en chef des bâtiments de France, etc. Alors c'est à la fois une chance qu'on soit dans un endroit qui est classé, quelque part ça empêche aujourd'hui qu'on démolisse la Cipale, en même temps ça empêche de faire évoluer l'outil. Je crois que les élus savent de quoi on parle à ce sujet. Comme la ville de Paris en plus actuellement, et je le dis autant l'ancienne équipe que l'actuelle, c'est vraiment pas une de leurs préoccupations. On a bien vu que quand il s'est agi des Jeux Olympiques à Paris, qu'on a pensé à un vélodrome, personne n'a pensé à la Cipale, c'était hors de question. Donc ça aurait pu être aussi une occasion, elle n'a même pas été saisie, bon, il n'y a rien à regretter, de toute façon on n'avait aucune espèce de chance d'avoir les Jeux.
Donc aujourd'hui, ben, c'est vrai que ma conclusion sur cette première partie serait qu'on peut s'interroger un petit peu, savoir si cet outil, on dirait, il a déjà résisté plus d'un siècle, encore tenir un siècle. Mais c'est un petit peu dommage, parce que c'est un endroit vraiment qui est merveilleux, bon, qui est désuet, et qu'en même temps qui est extraordinaire. Je crois quand on cite des lieux dans Paris insolites, la Cipale, c'est fou. On arrive là, il y a une espèce de calme assez extraordinaire. Les oiseaux qui tournent quand on roule, on se demande, c'est vrai qu'on tout d'un coup, venant du périphérique, là, on est complètement dans un autre monde, dans un autre siècle. On peut le dire, là, aujourd'hui, voire 2 siècles en arrière maintenant, 1894, vous vous rendez compte. Voilà pour la première partie. Alors, on attaque un peu la seconde. Ce que je vous propose, la seconde, elle va être courte. Et je voudrais qu'on discute ensemble. Alors, on pourra répondre à des questions, et si Jean-Claude veut intervenir aussi sur la Cipale, ce sera avec plaisir. Je voulais juste vous dire un mot et qu'on ait un échange dessus. C'est vrai que j'ai été amené, je n'avais pas prévu de le faire, à écrire sur le Tour de France. Ça m'a pris il y a 1 an et demi. J'ai toujours continué à regarder à la télévision, à me rendre aussi sur le Tour de France, mais à regarder à la télévision, j'avoue que je suis resté éberlué. C'était une étape, la montée de Courchevel. Et quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit, j'ai eu mal au Tour de France. Je me suis dit, on est en train de nous le tuer. C'était les fameux postiers américains qui montaient au sprint, qui ont éparpillé tout le monde, y compris Ulrich et quelques autres. Ils ne sont pourtant pas des enfants de cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien avant moi, Daniel Ball a eu l'occasion d'ailleurs de l'écrire, d'écrire ses inquiétudes. Et puis il y a ce qui s'est passé cette année. Là, ça a fini de me décider. Tout ce qui s'est passé autour du Tour. Et j'ai été plus scandalisé. Donc, dopage, tout ça, on va en parler. Le cyclisme sert beaucoup, il y a du dopage en cyclisme évidemment, mais ça sert beaucoup de bouc émissaire. Et ça arrange tous les autres sports. À commencer dans le football. On en parle dans le vélo. Mais ce qui m'a paru plus grave encore, c'est que tout ça, à mon sens, c'est ma conviction, vise le Tour de France. C'est l'événement Tour de France qui est visé, c'est notre patrimoine qui est atteint par des intérêts extérieurs et étrangers. Et donc, je crois qu'il faut qu'on se batte. Donc, c'est un cri d'amour, c'est une alerte. Il faut un peu, j'ai envie de dire, sauver le Tour en même temps que le cyclisme, parce que c'est l'ensemble qui est menacé. Et pour ça, bon, il y a effectivement le risque lié au dopage, mais ça, c'est le sport en général qui est concerné, mais comme ce Tour de France et le cyclisme qui était le bouc émissaire, évidemment, c'est le sport qui est pilonné tous les jours. Vous prenez l'équipe aujourd'hui, à tel point d'ailleurs, demi-page, c'est que sur le dopage, et que comme il y a eu du dopage dans l'athlétisme, on l'a mis à la page cyclisme. Donc vous pouvez prendre l'équipe aujourd'hui, je l'ai là, vous regarderez, ben oui, l'athlète française, woman du 1500 qui se balade avec des hormones de croissance très largement répandues dans le tennis et dans l'athlétisme, ben on l'a mis à la page cyclisme. Pareil, c'est la page dopage. Hein. Alors ça devient terrible, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus, vous n'arrivez plus à croire à tout ça. Et moi, ça m'ennuie que demain, on a tous eu un moment nos parents qui effectivement nous ont emmenés voir les coureurs, comme moi à Luchon quand j'avais 5-6 ans. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on me dirait tiens, viens voir, regardez, admirez, c'est des bons champions. C'est ça qui va. Donc là, il y a un vrai risque. Donc c'est ça qui m'inquiète. Et ce que je veux dire, je veux dénoncer un véritable complot contre le Tour et contre la France. À partir de là, et si vous voulez, on peut très largement en parler et parler de la situation générale du cyclisme, et puis peut-être aussi, avant, redire un petit mot sur la Cipale, notamment si Jean-Claude voulait peut-être témoigner sur l'histoire, ce qu'il a connu lui en préparant ces Jeux Olympiques. Donc, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment
tout simplement, comme M. Clavier-Louis, en regardant passer le Tour de France. Moi, ça m'est arrivé en 1947, j'avais 13 ans, mes parents m'ont emmené voir passer le Tour de France, et à partir de là, j'ai décidé que je serais coureur cycliste. Et donc, j'ai commencé à courir en 1953, et à la fin de l'année 1954, mon histoire donc rejoint celle de la CIPAL, puisque c'est le thème de la soirée. Et en particulier, j'ai pu gagner cette américaine de clôture qu'il y avait en fin de saison devant tous les cadors amateurs. Moi, j'étais encore trop jeune à cette époque-là. Ce qui fait que beaucoup de présidents de clubs se sont précipités pour me faire signer une licence. Et j'ai signé ma licence avec le VC12, qui était donc le club principal des pistards de la région parisienne. Et il s'est avéré que le choix était excellent, parce que ce club avait un président, Olivier Chicot, qui était aussi commerçant dans le 12e, et qui s'était mis dans la tête, lui, de construire une équipe de club pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Melbourne, qui avaient lieu à la fin de l'année 56. Donc il a choisi des coureurs dans son club. J'ai été choisi parmi les 4 coureurs. J'ai d'ailleurs un de mes anciens équipiers du VC12 ici, Jacques Bernier, qui est vice-président du PCO, qui était premier remplaçant de cette équipe. Donc on a couru tout le long de la saison, on a rencontré des coureurs. Mes équipiers à l'époque étaient donc Jean Graxic, VC12, et André Bédissez, sans doute aussi, André Gaudrier et moi-même. Et donc tout le long de la saison, on a rencontré des clubs qu'on a battus systématiquement. Alors, comme ils n'arrivaient pas à nous battre, ils ont constitué des équipes avec des coureurs pris dans des clubs différents, qu'on battait toujours. Et donc ça s'est bien passé comme ça, jusqu'à la fin de la saison, où il a fallu faire les sélections. Et puis, sur le plan politique, il y a eu toujours des sélections qui sont intervenues de façon un peu bizarre, ce qui fait que l'équipe du VC12 a été cassée au grand désespoir de notre président, et on a gardé simplement Graxic et puis moi-même, et on a fait intégrer dans cette équipe Michel Vermelin et puis René Bianchi. Donc voilà, et puis ça c'est donc après, tout le long de la saison, il faut dire que tout le long de la saison en 1956, ça a été la CIPAL pour moi presque tous les jours. Il faut dire que c'était un peu ma résidence secondaire, puisqu'à l'époque j'étais militaire au bataillon de Joinville. Le bataillon de Joinville était donc à la place où se trouve la police actuellement, devant le champ de cours de Vincennes. Et donc pour moi c'était vraiment très facile de venir tous les jours à la piste. Voilà donc pour vous expliquer qu'avec la CIPAL, on peut obtenir une médaille olympique quand on s'entraîne beaucoup et qu'on aime bien les vélos. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, moi j'ai envie de vous poser une question toute simple. Je veux dire, est-ce que durant toute cette période, la vie du coureur a changé entre les débuts de 1900 et aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes coureurs? Il y a beaucoup de réponses possibles. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le matériel, il faut rappeler quand même que jusque dans les années 30, par exemple, il n'y avait pas de roue libre et de dérailleur. Donc, ce qui permettait le fameux changement de vitesse était à un moment interdit sur le Tour de France parce qu'on voulait que tous les coureurs soient à égalité de chance et le possèdent. Les routes ont changé. La façon de courir a changé. Je voudrais d'ailleurs dire un mot à ce sujet sur les moyennes. L'augmentation des moyennes n'est pas uniquement en relation avec le dos.